Après avoir refusé de payer le loyer de ma sœur, ma mère a fait envoyer ses meubles chez moi pour me forcer à céder. Sauf que je n'y habitais plus. La nouvelle propriétaire a tout fait enlever. Et le pire reste à venir. Après que j'ai refusé de payer le loyer de ma sœur à nouveau, maman a envoyé des déménageurs décharger ses meubles chez moi en disant « Laissez-les là. Il craquera quand il verra son Porsche plein. » Mais je n'habitais plus là. La nouvelle propriétaire est sortie, a vérifié les papiers du bail, a tout fait enlever sur le champ, et ce n'était même pas le pire. Le basilic poussait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que je l'avais planté dans le petit pot en argile sur le balcon de mon appartement et les feuilles étaient enfin assez grandes pour être pincées. J'avais la petite truelle de jardin de ma grand-mère Élise dans ma main droite et un arrosoir dans ma main gauche, et la matinée d'octobre était assez fraîche pour que le manche métallique de la truelle soit froid. La truelle est plus vieille que moi. Le manche en bois est lisse et poli par 30 ans de prise en main d'Élise. Elle a planté chaque fleur du jardin de la vieille maison avec cette truelle. Elle a planté des roses, des soucis et une rangée de basilic le long de la clôture qui poussait si épais qu'on pouvait le sentir depuis le trottoir. Elle est morte il y a 8 ans. La truelle se trouvait dans une boîte étiquetée à donner le jour où j'ai déménagé. Ma meilleure amie Sophie l'a sortie, l'a soulevée et a dit « Tu ne vas pas donner la truelle de ta grand-mère. » Mets-la dans la boîte à garder maintenant. Alors je l'ai gardée. Elle repose sur mon rebord de fenêtre. C'est la seule chose de l'ancienne maison que je n'ai ni vendue, ni donnée, ni laissée derrière moi. Mon téléphone a sonné à 8h47. Le numéro n'était pas dans mes contacts. Indicatif régional de Lyon. J'ai répondu parce que je gère des propriétés locatives pour vivre et les numéros inconnus de Lyon sont généralement des locataires. Mademoiselle Dubois, mon nom est Béatrice Dubois. Je crois avoir acheté votre maison de la rue des Magnolias il y a 6 semaines. C'est exact. Il y a un camion de déménagement dans mon allée. 2 hommes ont déposé un canapé, une commode, un cadre de lit, 4 cartons et un lampadaire sur mon porche. Ils ont un document qu'ils appellent un contrat de location. Le bail nomme une locataire appelée Camille Dubois et répertorie une propriétaire appelée Noémie Dubois. Je suis la propriétaire. Mon nom est sur l'acte de propriété. Ce bail n'est pas le mien et je ne l'ai pas signé. J'ai posé l'arrosoir sur la rambarde du balcon. Le basilic a coulé une fois sur le béton. Mademoiselle Dubois, je suis désolé. Ce sont ma mère et ma sœur. J'ai supposé que c'était de la famille. Les hommes avec le camion sont sur ma pelouse. J'ai appelé la police. J'ai aussi appelé mon ancien cabinet car j'ai été avocate en immobilier pendant 31 ans et je sais à quoi ressemble un faux bail. J'aurais pris ma retraite sans jamais en voir un livré à mon propre Porsche. Mais nous y voilà. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que ma mère avait envoyé un camion de déménagement sur le Porsche d'une avocate immobilière à la retraite avec un faux bail et un plan pour installer ma sœur dans une maison qui n'appartenait plus à personne de ma famille. Et la précision de l'échec était si complète qu'elle bouclait la boucle pour devenir quelque chose qui ressemblait presque à une blague. Madame Dubois, je serai là dans 20 minutes. Prenez votre temps, mademoiselle Dubois. J'ai du café. La police sera là avant vous. J'ai posé la truelle à côté du pot. J'ai pris mes clés. Je n'ai pas pris l'arrosoir. Le basilic irait bien. Avant de vous parler du Porsche, je dois vous parler des 52 mois. Mon nom est Céleste. J'ai 33 ans. Je gère des portefeuilles de location résidentielle pour 3 propriétaires à travers Lyon, 47 unités au total. Je m'occupe des contrats de location, de la sélection des locataires, de la coordination de la maintenance, de la collecte des loyers et des dépôts d'expulsion. Je connais le droit immobilier locatif comme un chirurgien connaît l'anatomie. Je sais à quoi ressemble un bail valide. Je sais à quoi ressemble un faux. Je sais comment l'occupation est établie et comment elle est résiliée et ce qui se passe quand quelqu'un essaie de sauter les étapes intermédiaires. Pendant 52 mois, j'ai payé le loyer de ma sœur Camille, 1400 € par mois. Je l'ai payé parce que ma mère Noémie m'avait dit que Camille était en difficulté parce que Camille avait un fils nommé Jules qui avait 2 ans quand le paiement a commencé. Parce que j'avais une maison et un revenu stable et que Camille n'avait ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas remis en question où allait le loyer. J'ai mis en place un prélèvement automatique sur le compte de ma mère et j'ai fait confiance au fait que l'argent atterrissait là où il était censé atterrir. J'ai aussi payé l'assurance auto de Camille pendant 36 mois, 280 € par mois.
J'ai couvert 5 renflouements d'urgence sur 4 ans, une transmission cassée, une facture de dentiste, un dépôt de garantie lorsque Camille a déménagé dans une nouvelle unité, un minimum de cartes de crédit qui était sur le point d'être en défaut. Et un chèque de 3200 € pour le dépôt de la maternelle de Jules que j'ai écrit un mardi de juin. Le jeudi de la même semaine, Camille a posté 4 photographies d'un complexe balnéaire à Nice. Jules était dans la piscine. Camille était sur une chaise longue avec une boisson à la main. Le complexe s'appelait l'Hôtel des Dunes. Je l'ai recherché. La chambre la moins chère était à 240 € la nuit. Camille y était depuis mercredi. Le dépôt de la maternelle n'était pas un dépôt de maternelle. Le dépôt de la maternelle était des vacances à la plage. J'ai appelé mon agent immobilier ce soir-là. J'ai dit, mettez la maison en vente. Elle a dit, quand? J'ai dit, maintenant. La maison de la rue des Magnolias s'est vendue en 19 jours, 278 000 €. J'ai remboursé l'hypothèque, payé les frais de clôture et net de 61 000 €. J'ai déménagé dans un appartement d'une chambre sur la rue Colbert avec un balcon qui peut contenir une chaise, un pot en argile et une truelle de grand-mère. Je n'ai pas dit à ma mère. Je n'ai pas dit à ma sœur. Je n'ai pas dit à mon père Louis. Je n'ai rien posté. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai disparu d'une maison et j'ai laissé l'absence parler. 6 semaines plus tard, ma mère a envoyé un camion de déménagement sur le porche. Si c'est le genre d'histoire que vous êtes venu chercher, abonnez-vous à un compte de famille secret. Car les meubles sur le porche n'étaient pas le pire. Le pire était ce qui est tombé de la commode. Je suis arrivé rue des Magnolias à 9h11. 2 choses étaient différentes. Le jardin contenait des roses. Béatrice avait planté des roses dans le même parterre où Élise avait cultivé du basilic pendant 20 ans. Les roses étaient petites et jeunes et tutorées avec du fil vert. Elles seraient magnifiques au printemps. La deuxième chose était la voiture de police dans l'allée à côté d'un camion de déménagement avec sa rampe toujours baissée et sa soute vide parce que tout ce qui s'y trouvait était maintenant sur le porche. Le porche ressemblait à un vide-grenier tombé d'un hélicoptère. Le canapé de Camille était coincé contre la balustrade avant, à un angle qui bloquait les marches. Un cadre de lit était appuyé contre le revêtement. 4 cartons étaient empilés à côté de la porte, l'un d'eux écrasé sur un coin où les déménageurs avaient posé le lampadaire. Le lampadaire était couché sur le côté, l'abat-jour bosselé, et la commode. La vieille commode en noyer de ma mère, qui était dans son couloir d'aussi loin que je me souvienne, était couchée face contre terre sur les planches du porche parce que les déménageurs n'avaient pas été prudents. 2 des 4 tiroirs s'étaient ouverts. Des vêtements débordaient de l'un. Des papiers débordaient de l'autre. Béatrice Dubois se tenait sur l'allée devant la maison, vêtue d'un cardigan et de lunettes de lecture, une tasse de café dans une main et 2 morceaux de papier dans l'autre. Elle avait le port d'une femme qui avait assisté à 800 dépositions et n'allait pas être ébranlée par un canapé sur son porche. Les 2 déménageurs étaient assis sur le haillon du camion. Ils avaient les visages d'hommes qui avaient été embauchés pour livrer des meubles et étaient arrivés pour trouver une voiture de police et une avocate à la retraite les attendant avec une tasse de café et une disposition qui suggérait qu'ils devaient s'asseoir et ne rien toucher d'autre. L'officier était jeune. Il avait un carnet. Il écrivait quelque chose. Il m'a regardé et a reporté son regard sur son carnet. Béatrice m'a regardé quand je me suis approché. Elle a tendu la main. Sa poignée de main était ferme et brève. Mademoiselle Dubois, j'ai 2 documents à vous montrer. Le premier est le bail que ces messieurs ont présenté lorsque je leur ai demandé ce qu'ils faisaient sur mon porche. Le bail nomme votre sœur Camille Dubois comme locataire et votre mère Noémie Dubois comme propriétaire. Votre mère n'est pas la propriétaire. Je le suis. Ce bail est fabriqué. J'ai déjà demandé à l'officier de déposer une amende pour dépôt illégal et un rapport de fraude documentaire. L'amende est de 2 400 €. Le rapport de fraude ira au procureur du comté. Elle a brandi le 2e morceau de papier. Le 2e document est tombé de la commode de votre mère lorsque le tiroir s'est ouvert sur le porche. Je l'ai ramassé parce que je lis des documents juridiques depuis 31 ans et je peux identifier une procuration à bout de bras. Celle-ci porte votre nom. Votre numéro de sécurité sociale y figure. La signature en bas est censée être la vôtre. L'est-elle? J'ai regardé le document. La signature ressemblait à la mienne comme une photocopie ressemble à l'original. Proche de loin. Faussé de près.
Le cachet du notaire provenait d'un service que je n'avais jamais utilisé. Non, ce n'est pas ma signature. Je n'y ai pas cru. Le cachet du notaire provient d'un service appelé QuickSign Express. Ce service a été fermé il y a 4 ans pour avoir traité des documents sans vérifier l'identité. Je le sais parce que mon cabinet a géré le recours collectif. Je me tenais sur l'allée d'une maison que je possédais autrefois et regardais une procuration que je n'avais pas signée et qui vivait à l'intérieur d'une commode que ma mère avait envoyée sur un Porsche qui ne m'appartenait plus. Et le soleil du matin frappait les nouvelles roses de Béatrice, et les roses ne se souciaient de rien de tout cela. Une voisine 2 maisons plus loin était sortie sur son porche et observait. Elle avait une tasse à la main. Elle n'en buvait pas. Le lundi, j'étais assise à ma table de cuisine dans l'appartement de la rue Colbert avec mon ordinateur portable et j'ai tiré toutes les ficelles possibles. La procuration avait été utilisée. Il y a 7 ans, le même mois où j'ai clôturé la maison de la rue des Magnolias, quelqu'un a utilisé la fausse procuration pour ouvrir une ligne de crédit immobilière de 43 000 € contre la propriété. Ma propriété, la ligne de crédit a été contractée dans une banque que je n'avais jamais visitée. La signature était la même falsification que celle de la procuration. 43 000 € empruntés contre une maison que je venais d'acheter avec 48 000 € de mes propres économies comme à compte. Ma mère avait mis à profit l'achat de ma maison pour emprunter contre elle avant même que l'encre de mon hypothèque ne soit sèche. J'ai consulté mon rapport de crédit. 3 cartes de crédit que je n'avais pas ouvertes. Une Visa, une Discover, une Capital One. Solde combiné, 27 000 €. La Capital One était en recouvrement. Toutes les 3 listaient mon ancienne adresse de la rue des Magnolias. Toutes les 3 avaient été ouvertes avec mon numéro de sécurité sociale au cours des 5 dernières années. Toutes les 3 avaient leur relevé posté à la maison de la rue des Magnolias où ma mère avait accès car je lui avais donné une clé il y a 3 ans pour vérifier les choses pendant mes voyages professionnels. La même clé, la même porte d'entrée, la même maison qui avait été une boîte verrouillée avec mon nom dessus, comme elle l'avait dit, sauf que la serrure était la sienne depuis 7 ans et que j'étais la seule personne à ne pas le savoir. Fraude d'identité totale. Les 43 000 € de ligne de crédit plus 27 000 € de carte de crédit. 70 000 € à mon nom, sur mon crédit, via ma maison, par ma mère. Ensuite, j'ai consulté les registres de propriété du comté pour l'appartement de Camille. Je sais comment rechercher les dépôts de SARL parce que je le fais chaque semaine pour mes propriétaires. J'ai cherché Dubois dans le registre du commerce du comté de Lyon. Un seul résultat, Dubois a les propriétés SARL. Agent enregistré, Noémie Dubois. J'ai consulté les registres de propriété de l'immeuble d'appartement de Camille. Propriétaire enregistré, Dubois a les propriétés SARL. Statut de l'acte, libre et sans charge, pas d'hypothèque, pas de privilège. Ma mère possédait l'appartement de Camille, libre et sans charge, sans dette dessus. Et pendant 52 mois, j'avais payé 1 400 € par mois de loyer sur le compte personnel de ma mère pour un appartement que ma mère possédait entièrement. 72 800 €, chaque euro en profit. Ma mère avait géré une opération de propriétaire privé en se basant sur la culpabilité de sa propre fille, et la locataire était son autre fille, et le loyer venait de la fille qu'elle traitait d'égoïste. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai regardé la truelle sur le rebord de la fenêtre. Élise avait utilisé cette truelle pour planter du basilic le long d'une clôture dans un jardin où ma mère avait envoyé un camion de déménagement. Élise avait nourri tous les voisins de son quartier. Élise avait fait ses propres impôts. Élise n'avait jamais pris 1 € à personne. Et sa fille Noémie avait pris 70 000 € de la petite fille qu'Élise avait appris à tenir les comptes en utilisant une signature falsifiée et la maison d'une femme morte comme lieu de mise en scène. J'ai pris mon téléphone et appelé mon avocat. Si vous avez lu jusqu'ici, abonnez-vous à un compte de famille secret car les déménageurs sont partis. Mais les comptes ne font que commencer. Lundi soir, 18h41. La sonnette de l'appartement a retenti. J'étais sur le canapé avec Sophie. Sophie était venue avec une bouteille de vin et un dossier d'imprimé qu'elle avait tiré de la base de données du cadastre du comté parce que Sophie est aussi gestionnaire immobilière. Et quand je lui ai parlé de la SARL, elle avait dit « Donnez-moi 20 minutes et une connexion Internet ». J'ai regardé l'écran du buzzer. Noémie. Elle se tenait dans le hall avec son sac devant sa poitrine et son téléphone à la main et sa mâchoire serrée comme elle l'est quand elle a répété un discours pendant le trajet et qu'elle est prête à le prononcer, que quelqu'un ait accepté d'écouter ou non. Je suis descendu.
J'ai ouvert la porte du hall. Je ne l'ai pas invité à monter. Je me tenais dans l'embrasure de la porte comme je me tiens maintenant, c'est-à-dire complètement dedans sans laisser de place. Noémie portait le chemisier qu'elle met à l'église et les chaussures plates qu'elle porte quand elle a conduit et son rouge à lèvres était mis, ce qui signifiait qu'elle s'était préparée pour cette visite comme elle se prépare pour chaque performance, c'est-à-dire complètement. Tu as vendu la maison. J'ai vendu la maison sans le dire à ta famille, sans le dire à ma famille. Cette maison était la maison d'Élise. Cette maison était ma maison. Mon nom sur l'acte, mon hypothèque, mes paiements, ma maison. Élise a construit ce jardin. Élise est morte, maman. Et tu as envoyé un camion de déménagement dans son jardin. La voix de Noémie a changé. Elle est passée de l'accusation à l'endroit sous l'accusation. L'endroit où vit la vraie voix. Celle qu'elle garde pour les cuisines et les trajets en voiture et les appels téléphoniques tard le soir quand personne d'autre n'écoute. Sauf que cette fois, la voisine du palier du 2e étage écoutait avec une corbeille à linge sur la hanche et Sophie était à l'étage sur le canapé à côté d'un imprimé du cadastre du comté. Tu as 33 ans et tu as vécu dans cette maison comme si c'était un musée de toi-même. 3 chambres et une personne, même pas un chat, même pas un homme qui reste après le petit déjeuner. Ta sœur a un enfant. Ta sœur a besoin d'espace. Pourquoi en avais-tu besoin? Pour t'y asseoir. Pour polir des sols sur lesquels personne ne marche. Ta grand-mère Élise aurait honte de toi. Élise a nourri tous les voisins de sa rue. Tu ne nourrissais pas ta propre sœur. Tu es la femme la plus égoïste que j'ai jamais élevée. Et je t'ai élevée dans une maison qui appartenait à une femme qui donnait tout à tout le monde et tu l'as transformée en une boîte verrouillée avec ton nom dessus. La voisine sur le palier avait posé sa corbeille à linge. Elle se tenait très immobile. Le bâtiment était silencieux comme le sont les bâtiments quand une seule voix fait tout le travail et que toutes les autres voix ont décidé d'écouter. J'ai presque laissé finir et j'ai failli fermer la porte, monter, me verser un verre de vin et en finir pour la nuit. J'ai presque choisi le silence plutôt que les conséquences. Mais le dossier était derrière la porte et le dossier contenait 6 pages et 6 pages, c'est beaucoup de silence qui a attendu très longtemps pour cesser d'être silencieux. J'ai tendu la main derrière la porte et pris le dossier en carton. La maison a été vendue il y a 6 semaines. Maman, Béatrice a trouvé ta commode. La procuration à l'intérieur porte ma signature et je ne l'ai pas signée. 25 mots. La bouche de Noémie s'est refermée. Sa mâchoire, qui avait dirigé son visage pendant 33 ans, s'est arrêtée. Ses yeux sont allés au dossier et y sont restés comme les yeux restent sur des choses qu'ils ne veulent pas être réelles. Ses mains sont allées aux bretelles de son sac et se sont serrées jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ses épaules se sont rapprochées d'un quart de pouce, puis d'un autre quart de pouce. Et tout son corps a semblé perdre un pouce de hauteur comme un bâtiment s'enfonçant dans de mauvaises fondations. Elle avait l'air plus petite debout dans mon hall qu'elle ne l'avait jamais eu debout dans ma cuisine parce que ma cuisine avait été la sienne pendant 7 ans sans que je le sache, et ce hall n'était pas le sien et ne le serait jamais. J'ai tendu le dossier. La page 1 est la procuration falsifiée avec mon numéro de sécurité sociale. La page 2 est la ligne de crédit immobilière de 43 000 € prise contre ma maison en utilisant cette falsification. La page 3 est le rapport de crédit montrant 3 cartes que je n'ai pas ouvertes avec 27 000 € de solde. La page 4 est le dépôt de SARL pour Dubois et les propriétés montrant que vous possédez l'appartement de Camille en toute propriété. La page 5 est l'historique des virements montrant 52 mois de paiement de loyer de mon compte vers le vôtre pour une propriété que vous possédez sans hypothèque. 72 800 €. Noémie a pris le dossier. Elle l'a tenu pendant 4 secondes. Puis ses doigts se sont ouverts. Le dossier a heurté le sol du hall. Des papiers se sont éparpillés sur le carrelage. Elle ne les a pas ramassés. Elle m'a regardé. Elle m'a regardé comme une personne regarde une porte verrouillée quand elle a perdu la clé et que le serrurier ne vient pas. Elle s'est retournée. Elle est sortie. La porte du hall s'est refermée derrière elle. La charnière pneumatique a émis son lent son d'expiration. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant 10 secondes de plus. Puis je me suis penché et j'ai ramassé les papiers un par un et les ai remis dans le dossier et je suis monté et me suis assise sur le canapé à côté de Sophie. Sophie m'a tendu un verre de vin. Elle n'a rien dit pendant environ 2 minutes. Puis elle a dit, le dépôt de SARL seul suffit pour une action civile. Je sais que la ligne de crédit immobilière est criminelle. Je le sais aussi.
Les choses qui sont venues après le lundi sont arrivées vite. Camille m'a envoyé un SMS le mardi matin. Son texte était long. Certaines parties étaient en majuscules. La phrase qui est restée dans ma poitrine était « Tu avais 3 chambres et un jardin, et tu n'as pas pu laisser ton neveu dormir dans l'une d'elles. » Jules m'a demandé ce matin où était la maison de Tati Céleste. Je lui ai dit que sa tante l'avait vendue parce qu'elle aime l'argent plus que la famille. Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone. J'ai pris la truelle du rebord de la fenêtre. Je l'ai retournée dans ma main. Le bois était lisse. La main d'Élise l'avait rendu lisse pendant 30 ans. J'ai reposé la truelle. Je n'ai pas répondu au texte. Le mercredi, mon père Louis a appelé. Louis n'appelle que si quelque chose lui coûte de l'argent. Quelque chose lui coûtait de l'argent. Sa voix avait le ton tendu qu'elle prend lorsqu'une facture inattendue arrive. Et la facture portait son nom. Céleste. La banque m'appelle à propos de mon bateau. L'adresse de stockage sur le pré est rue des Magnolias. Ton garage. La banque dit que l'adresse n'est plus valide parce que la propriété a changé de propriétaire. Il rappelle le prêt. 38 000 €. Tu as vendu la maison sans me dire que mon bateau était à cette adresse. Ton bateau était dans mon garage, papa. Je ne l'ai pas mis sur une demande de prêt. Tu l'as fait toi-même. Tu avais l'obligation de prévenir cette famille avant de vendre. J'avais une obligation envers moi-même. Je l'ai remplie. Tu détruis cette famille pour une maison dont tu n'avais même pas besoin. 3 chambres, des chambres vides. Ta mère a raison à ton sujet. Tu préférerais regarder ta famille se noyer plutôt que d'ouvrir une seule porte. La porte était ouverte pendant 52 mois, papa. J'ai dépensé 94 000 € pour la garder ouverte. Personne n'a dit merci. Personne n'a prononcé mon nom. Et maman a falsifié ma signature tout le temps. Louis est resté silencieux pendant 6 secondes. La ligne téléphonique n'était pas coupée. Je pouvais l'entendre respirer. Sa respiration avait le rythme d'un homme qui a épuisé les arguments et se tient dans l'espace vide où le prochain argument était censé être. Puis il a raccroché, pas doucement. Le téléphone a émis ce petit son abrupt que font les téléphones quand quelqu'un les retire de son oreille et appuie sur fin avec son pouce pendant que le téléphone est encore en mouvement. Son bateau a été saisi dans un entrepôt où il l'avait déménagé. 2 semaines plus tard, le prêt est tombé en défaut. Le crédit de Louis a chuté de 118 points en un seul mois. Le bateau était un byliner de 26 pieds qu'il avait acheté il y a 3 ans et utilisé 2 fois. Il était resté dans mon garage, occupant la place où ma voiture aurait dû être. J'avais garé dans mon propre allée pendant 3 ans parce que le bateau de mon père était dans mon garage et lui demander de le déplacer aurait été, selon les mots de ma mère, faire une scène pour une place de parking. Des scènes. C'est ce que ma mère appelle cela quand j'ai un besoin qui n'est pas le sien. Le jeudi, Camille a envoyé un mémo vocal sur mon téléphone. La petite voix de Jules, Tati Céleste, maman dit qu'on n'a plus de maison. Je peux venir chez toi. Sa voix s'est brisée sur le mot « maison ». J'ai failli rappeler. J'ai tenu le téléphone pendant 11 secondes. Puis j'ai entendu l'arrière-plan. La voix basse de Camille, l'encourageant. Et derrière la voix de Camille, le rire de Noémie. Pas un grand rire, un petit. Le genre de rire que fait une personne quand la performance se passe bien et qu'elle pense que le microphone est éteint. J'ai supprimé le mémo. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. J'ai pris l'arrosoir. J'ai arrosé le basilic. J'ai utilisé la truelle d'Élise pour tasser la terre autour de la tige. La terre était humide. Le basilic poussait. Je n'ai pas rappelé. Les 3 semaines suivantes se sont déroulées comme les conséquences se déroulent, c'est-à-dire une par une, dans l'ordre, sans demander de permission. Le rapport de police de Béatrice a entraîné une amende de 2 400 € pour dépôt illégal contre Noémie. La citation a été envoyée à l'adresse de Noémie sur la route des Pins. Noémie l'a ouverte à la table de la cuisine un mardi matin. Elle l'a lue 2 fois. Elle l'a posée sur le comptoir à côté de la cafetière. Elle ne l'a pas payée. Le renvoi pour fraude documentaire est allé au procureur du comté de Lyon la même semaine. Le procureur a ouvert un dossier préliminaire. Le faux bail nommant Noémie propriétaire d'une maison qu'elle ne possédait pas a été joint comme pièce à conviction 1. La fausse procuration a été jointe comme pièce à conviction 2.
les images de la caméra corporelle de l'officier sur le porche montrant la commode sur le côté, les papiers éparpillés, et Béatrice se tenant avec la procuration à la main ont été jointes comme pièces à conviction 3. Mon avocate a déposé un rapport de fraude d'identité auprès de la DGCCRF et des 3 bureaux de crédit. Les 3 cartes de crédit ont été gelées. La ligne de crédit immobilière a été signalée. Une enquête pour fraude a été ouverte contre Noémie avec toute ma documentation, la fausse procuration, la demande de ligne de crédit, les comptes de carte de crédit. Les 5 ans de relevés bancaires montrant des débits que je n'avais jamais autorisés dans des magasins que je n'avais jamais visités dans des villes où je n'étais jamais allé. L'une des cartes de crédit avait un débit de 2200 € dans un magasin de meubles à Montpellier en novembre dernier. Le meuble était le canapé de Camille, celui qui se trouvait maintenant dans un dépôt de police parce que Béatrice avait tout fait enlever du porche comme propriété abandonnée. Ma mère avait utilisé mon crédit volé pour acheter le canapé qu'elle avait ensuite essayé d'installer sur mon ancien Porsche. La logique était presque poétique dans sa circularité. Mon avocate a également déposé une demande civile contre Dubois et les propriétés SARL pour 72 800 €. La lettre de demande indiquait que Noémie Dubois avait perçu un loyer de ma part pour un appartement qu'elle possédait en toute propriété tout en le présentant à tort comme une obligation de location à un tiers. La demande a été signifiée au domicile de Noémie un mardi matin à 9 h. Mon père Louis a répondu à la porte. Le huissier m'a dit plus tard que Louis avait lu le nom sur l'enveloppe, avait regardé l'huissier et avait dit « Qui nous poursuit maintenant ?» L'huissier a dit que la demande était adressée à Noémie Dubois et Dubois à les propriétés SARL. Louis a emporté l'enveloppe à l'intérieur. Il n'est pas ressorti. Il ne l'a pas ouverte pendant 2 jours. Quand il l'a ouverte, il est resté assis à la table de la cuisine pendant 45 minutes à lire 6 pages de langage de demande qui décrivait en prose juridique claire comment sa femme avait fait payer un loyer à leur fille aînée pour une propriété qu'elle possédait en toute propriété tout en volant. Simultanément l'identité de cette fille pour emprunter 70 000 € contre la maison que l'argent du loyer était censé justifier. Le chat de groupe familial comptait 29 personnes. Un mercredi soir, 3 jours après la signification de la demande, j'ai posté une ligne. Maman utilise mon numéro de sécurité sociale depuis 7 ans. La procuration falsifiée est maintenant entre les mains du procureur du comté de Lyon. Le rapport de police est un dossier public. J'ai joint le numéro de dossier. Je n'ai pas joint les documents. Dossier public signifie que n'importe qui avec le numéro de dossier peut consulter le dossier au tribunal. Le jeudi soir, 14 personnes avaient quitté le chat. La sœur de Noémie est partie en premier. Elle n'a pas posté de message. Elle est juste partie. Puis 2 cousins. Puis le frère de Louis, qui avait prêté 3 000 € à Noémie Noël dernier pour des frais médicaux. Puis Camille, qui a quitté le chat à 23h47 après avoir posté un message qui disait « Cette famille est brisée parce qu'une personne a décidé qu'elle comptait plus que tout le monde ». Personne n'a répondu au message de Camille. Le message est resté au bas du chat comme une pierre au fond d'une piscine. 15 personnes sont restées. Aucune d'elles n'a parlé. La meilleure amie de Noémie depuis 22 ans. Une femme nommée Hélène, qui travaillait au même magasin de charité de l'église où Noémie avait fait du bénévolat tous les 2e samedis pendant 15 ans, a appelé Noémie le vendredi après-midi. L'appel a duré 4 minutes. Hélène a dit qu'elle avait entendu parler de l'affaire de fraude par son mari, qui travaillait comme greffier au tribunal. Hélène a demandé si c'était vrai. Noémie a dit que c'était un malentendu. Noémie a dit que Céleste avait toujours été difficile. Noémie a dit que Céleste avait toujours été jalouse de Camille. Noémie a dit, tu sais comment elle est. Hélène est restée silencieuse longtemps. Puis Hélène a dit, Noémie, une procuration avec la signature de quelqu'un d'autre n'est pas un malentendu. Ce n'est pas de la difficulté. Ce n'est pas de la jalousie. C'est un crime. Je te connais depuis 22 ans et je choisis de croire que tu ne savais pas ce que tu faisais, mais je ne peux pas choisir de rester dans ta vie pendant que le procureur décide si tu le savais. Je te souhaite le meilleur. Hélène n'a pas rappelé. Le nom d'Hélène a disparu de la liste des bénévoles du magasin de charité de l'église le lundi suivant. Le samedi d'après, Noémie s'est présentée au magasin de charité à 8 h. Comme d'habitude, le poste d'Hélène était occupé par une femme que Noémie n'avait jamais rencontrée. La gérante a dit à Noémie que son statut de bénévole était suspendu en attendant l'issue de l'affaire judiciaire. Noémie est restée dans l'embrasure de la porte du magasin de charité pendant environ 15 secondes.
Puis elle s'est retournée et est retournée à sa voiture sur le parking de l'église. Elle est restée dans la voiture pendant 20 minutes. Elle n'a pas démarré le moteur pendant les 11 premières minutes. À la fin de la 3e semaine, Camille vivait chez Noémie. Elle avait perdu l'appartement parce que la SARL était sous enquête et que Noémie avait gelé toutes les opérations sur les conseils de son avocate. L'appartement était vide, les lumières éteintes et un avis du comté était collé sur la porte d'entrée. Jules dormait sur un matelas gonflable dans le salon de Noémie. L'assurance auto de Camille, que je payais depuis 36 mois, avait expiré. Elle a été arrêtée sur l'autoroute 17 un mercredi matin. L'amende était de 470 €. Son permis a été suspendu en attendant une preuve d'assurance. Camille a appelé Noémie. Les comptes de Noémie étaient gelés. Camille a appelé Louis. Le crédit de Louis était détruit. Camille est restée assise sur le siège passager de la voiture de Noémie sur le parking du service des cartes grises pendant 45 minutes pendant que Noémie entrait et revenait avec des documents qui prendraient 10 à 14 jours ouvrables à traiter. Jules était sur le siège arrière, regardant un dessin animé sur un téléphone avec 12% de batterie. Personne ne m'a appelé. Personne n'a envoyé de SMS. Personne n'a envoyé de mémo vocal. Le pipeline qui avait traversé mon compte bancaire pendant 52 mois était sec. Et la famille qui l'avait utilisé comme un robinet n'avait aucune idée d'où viendrait la prochaine goutte car il n'y avait jamais eu d'autre robinet. Il n'y avait toujours eu que moi. Dimanche matin, 3 semaines et 4 jours après les déménageurs, mon balcon d'appartement sur la rue Colbert. Le basilic avait doublé de taille. Les feuilles étaient vert foncé et épaisses, et elles sentaient comme la et d'Élise sentait les matins de juillet quand le soleil frappait le jardin avant 7 heures. La truelle d'Élise était posée sur le bord du pot en argile, le manche tourné vers la chaise. La lumière du matin passait à travers la balustrade du balcon sous un angle qui mettait une bande de chaleur sur le bras de ma chaise. Café à la main. Mon téléphone était sur le bras de la chaise à côté du café. Le message de Sophie était arrivé à 7h14. Brunch du dimanche chez moi. Apporte le levain. Je fais du levain le samedi maintenant. J'ai commencé la semaine où j'ai emménagé. Le levain vit dans un bocal sur le comptoir à côté de la truelle. L'appartement est petit. Le balcon est plus petit. Le four est capricieux et chauffe de 15 degrés de plus sur le côté gauche. Le levain s'améliore. La miche de la semaine dernière avait une croûte qui craquait quand je la coupais. Et Sophie en a mangé 3 tranches debout à son comptoir de cuisine et a dit « C'est la meilleure chose que tu aies jamais faite », et j'y inclus tes tableaux d'évaluation des risques. Sophie et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur la gestion immobilière à Rennes il y a 6 ans. Nous avons sympathisé autour d'un mauvais café et d'un ascenseur en panne qui nous a piégés entre le 2e et le 3e étage pendant 47 minutes. Pendant ces 47 minutes, j'ai appris que Sophie gère 23 unités à Sainte-Marie-du-Mont, qu'elle ne tolère pas les retards de loyer ou les excuses précoces, qu'elle a une fois déposé une demande d'expulsion la veille de Noël parce que le locataire l'avait évité pendant 6 semaines. Et qu'elle pleure devant les publicités pour la nourriture pour chiens. C'est la personne la plus pratique et la plus sentimentale que je connaisse. Et cette combinaison fait d'elle la seule personne dans ma vie qui n'a jamais confondu gentillesse et faiblesse. Le jour où j'ai déménagé de la rue des Magnolias, Sophie a conduit 4 heures depuis Sainte-Marie-du-Mont pour m'aider à emballer. Elle est arrivée à 7 heures du matin avec un rouleau de ruban adhésif, une boîte de beignets et une étiqueteuse qu'elle avait achetée spécifiquement pour l'occasion. Nous avons emballé pendant 9 heures. À 16 heures, j'étais dans la chambre en train de mettre des choses dans des cartons. Et j'étais arrivé à l'étape de l'emballage où l'on cesse de penser à ce qui compte et où l'on commence à tout mettre dans le même carton parce qu'on est fatigué et que les cartons sont lourds et que la maison est vide et que le vide commence à ressembler à quelque chose que l'on ne veut pas entendre. J'avais mis la truelle d'Élise dans une boîte étiquetée à donner. Je l'avais mise sans réfléchir. Sophie passait devant la porte de la chambre avec un carton et elle s'est arrêtée. Elle a regardé dans la boîte à donner. Elle a tendu la main et a sorti la truelle. Elle l'a tenue. Le manche en bois a capté la lumière de fin d'après-midi venant de la fenêtre. Céleste, qu'est-ce que ça fait dans la boîte à donner? Je n'en ai pas besoin. Tu ne vas pas donner la truelle de ta grand-mère. Mets-la dans la boîte à garder. Maintenant. Elle me l'a tendue. Je l'ai tenue. Le manche était lisse. 30 ans de prise en main d'Élise avaient usé le bois jusqu'à une surface qui ressemblait à de la peau. Je l'ai mise dans la boîte à garder.
Sophie a hoché la tête une fois et a continué à marcher. Elle n'a pas fait de discours à ce sujet. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. La truelle était dans la boîte à garder et la truelle est sur mon rebord de fenêtre et le basilic que j'ai planté avec il y a 3 semaines pousse. Et Sophie est la raison pour laquelle j'ai toujours la seule chose de cette maison qui vaille la peine d'être gardée. Le levain était enveloppé dans une serviette sur le comptoir, encore chaud de la cuisson d'hier. Le café était chaud dans ma main. La lumière du matin était sur la rampe du balcon. Le basilic poussait. De l'autre côté de la ville, la maison de Noémie sur la route des Pins était pleine de gens qui ne voulaient pas être là et vide de la seule personne qui payait pour tous. L'amende pour dépôt illégal était impayée. Le dossier du procureur était ouvert. L'enquête pour fraude d'identité était active. La ligne de crédit immobilière était signalée. La demande civile de mon avocate était posée sur le comptoir de la cuisine à côté d'une pile de courriers que Noémie avait cessé d'ouvrir parce que chaque enveloppe avait une adresse de retour d'un cabinet d'avocats ou d'une agence gouvernementale ou d'une banque qui voulait une réponse qu'elle n'avait pas. Camille était dans le salon. Jules était sur le matelas gonflable. L'appartement de l'allée du Bois était vide, les lumières éteintes et un avis de l'enquête de la SARL collé sur la porte d'entrée. Le bateau de Louis était parti. Le crédit de Louis était ruiné. Louis dormait dans la chambre d'amis parce que lui et Noémie avaient cessé de parler d'argent. Et quand on arrête de parler d'argent dans une maison où l'argent a été volé, on arrête de parler de tout. Rue des Magnolias, Béatrice Dubois était dans le jardin. Elle plantait une deuxième rangée de roses le long de la clôture où le basilic d'Élise avait poussé pendant 20 ans. Elle utilisait sa propre truelle. Elle était neuve. Ce n'était pas celle d'Élise, mais les roses allaient dans la même terre, et la terre ne se souciait pas de qui tenait le manche. La terre faisait juste pousser ce qui était planté. Sur mon balcon, le basilic poussait. La truelle était posée sur le bord du pot. Le levain était enveloppé dans une serviette sur le comptoir, encore chaud. Le café était chaud. Le message de Sophie était sur mon téléphone. Le matin était calme, et le calme était le mien. Et ce n'était pas le calme d'une maison avec 3 chambres vides et une clé de ma mère dans la serrure. C'était le calme d'un appartement d'une chambre avec une chaise et un pot et une truelle de grand-mère, et une femme qui avait dépensé 94 000 €. Apprenant que la seule boîte verrouillée qui vaille la peine d'être gardée est celle que l'on construit soi-même avec son propre nom dessus et dont personne d'autre n'a la clé.